Bonjour, il semble que vous m'entendiez. Moi, j'ai pas de retour, donc formidable. Donc je suis ravi d'être là aujourd'hui pour essayer de vous parler de design dans un secteur qui clairement n'en fait pas ou ne sait pas ce que c'est, à partir d'une métaphore qui est celle des smartphones et donc du décalage entre les produits tels qu'on les utilise dans la vie quotidienne et des produits qui seraient plus spécifiques, plus spécifiés dans des milieux particuliers, en l'occurrence l'équipement du soldat. Et pourquoi existe-t-il une différence entre les matériels qu'utilisent les soldats et les matériels qu'ils utilisent tous les jours? Alors forcément, quand on parle de design, se pose vite la question qu'est-ce que le design? Sans rentrer dans des définitions, en France, le design, c'est ça. C'est-à-dire, c'est les commodes de Boulle et de Jacob, c'est les meubles du château de Versailles qui ont été brûlés à la Révolution. C'est-à-dire, le design, c'est le décoratif, que ça soit celui-là ou celui-là plus contemporain. Le design, c'est de la décoration. Ça, c'est l'acception française classique du design. Ça fait partie de notre histoire, les arts appliqués, cette maîtrise des artisans français, c'est ni mal ni bien, c'est nous. Mais le design, c'est un peu plus que ça. Alors d'abord, le design, c'est une histoire européenne. Le mot paraît anglais, anglo-saxon, c'est une histoire européenne continentale. C'est au départ une histoire italienne qui est née pendant la Renaissance. Et c'est intéressant parce que pendant la Renaissance, les ingénieurs, notamment les ingénieurs florentins, le Bernin, Léonard de Vinci, et les artistes sont confondus, il n'y a pas de différence. À cette époque-là, l'ingénieur n'existe pas, l'artiste n'existe pas, c'est la même personne. Et ça a donné un mot très intéressant qu'on appelle le disegno, qui en italien est ce qu'on voit et ce que ça évoque à l'esprit. C'est-à-dire quelque chose d'objectif, ce qu'on voit, et quelque chose de beaucoup plus subtil, l'incandescence de l'œuvre, la manière dont ça nous parle. Alors on voit que ce mot disegno, il est remonté doucement, il est d'abord arrivé en France pour donner le mot dessingue, c'est-à-dire notre dessin D-E-2-S-E-I-N avec un G à la fin, et le mot dessin qui a donné le mot design en anglais. Comme disait le général de Gaulle, je vous rappelle que l'anglais c'est du français mal parlé. Et en l'occurrence, le mot design en anglais vient d'un mot français qui est le mot dessin et du mot italien disegno. Alors ensuite, les Lumières, deux notions très importantes naissent en France. La première, c'est la séparation du corps de l'esprit, c'est-à-dire il y a ce qu'on utilise, il y a ce qu'on fabrique et il y a ce qu'on pense. Et donc c'est encore une fois l'émotion, le mobilier du château de Versailles, et puis de l'autre côté, l'encyclopédie Diderot d'Alembert, qui est l'icône absolue de la raison critique française. Diderot, dans son travail, intégrait une sorte de croyance sur le fait qu'il ne fallait pas séparer l'émotion de la raison et le travail de la main, de la pensée, du cerveau. Et Diderot a été un des grands défenseurs de cette lutte contre l'indivision, mais Descartes est arrivé et cette séparation du corps et de l'esprit fait partie de notre culture française. Et puis en Allemagne, dans le début des années 1900, en 1920 exactement, naît la révolution industrielle. Enfin, la révolution industrielle naît en Angleterre, la première charbon, la seconde pétrole, électricité. Et en Allemagne se pose la question de l'esthétique de ces conditions nouvelles de production, c'est-à-dire puisqu'on peut produire les objets avec de l'énergie, on peut les produire en série, c'est plus l'artisan qui fait les objets. Et là, on assiste à la naissance du design contemporain. C'est-à-dire, grosso modo, au-delà de la fonction pure, comment on donne du sens aux choses qui nous entourent, comment on invente l'esthétique de la production en série de ces nouvelles machines. Est-ce qu'on réplique ce qu'il y avait avant? On met des feuilles d'acanthe sur les machines à coudre, comme vous avez pu en voir chez vos grands-mères, ou est-ce qu'on essaye d'inventer finalement les rapports entre la forme et la fonction? Et ce rapport entre la forme et la fonction, le questionnement sur l'utilité a totalement marqué l'invention du design industriel, du design produit. Et puis, nos amis américains, après la Seconde Guerre mondiale, trouvent que la société de production en série
finalement tarde à absorber toute sa production. Donc elle invente, on va dire, un design du renouvellement artificiel des objets, un design de l'obsolescence programmée, Brooke Stevens, un design où la laideur se vend mal et quand on dit que l'objet de l'année précédente est moche, on est obligé de le réinventer. Alors, à la base de tout ça, c'est un designer d'origine française, Raymond Loewy, mais il y en a d'autres, Norman Belgedes, Dreyfus, Tig, dont l'agence travaille aujourd'hui encore sur les Boeing. Là, on a un design où on ne fait plus des produits, c'est-à-dire qu'on travaille bien, on propose quelque chose à quelqu'un et en conséquence, il nous rémunère, on gagne de l'argent. On est dans un système où la marchandise est pour l'argent et la primauté sur ce que le produit peut nous offrir. Et ça pervertit complètement le design. Alors nous, Français, on l'a découvert après-guerre avec le plan Marshall et on a intégré ces méthodes américaines, consuméristes, dans la conception des produits. Pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Alors en France, comme toujours, les choses sont un petit peu différentes. On n'a toujours pas compris ce que c'est que le design industriel, c'est-à-dire que le design, c'est un mot anglais, c'est la science de l'ingénieur, on fait des choses qui marchent et c'est plié, on n'a pas besoin de décorer les produits. Ah, voilà, c'est le génie français, très en avance sur les idées, parfois en retard sur certains autres sujets. Alors pour parler du design, finalement, à des Français, la meilleure métaphore que j'ai trouvée, c'est la cuisine. Si je vous dis qu'il faut faire un produit spécifié qui va vous nourrir et vous alimenter, quelles que soient les situations, on a ce qu'il faut, on a la purée mousseline qui nous permet de ne pas mourir de faim, on répond à des objectifs et c'est formidable. Sauf que nous, Français, on sait que c'est pas exactement ça, la cuisine. Manger, c'est pas exactement ça, c'est un petit peu plus. La purée de Pierre Troisgros, c'est des pommes de terre, comme dans la purée mousseline, fraîche, avec du beurre, avec un savoir-faire, avec un récipient, avec un processus de cuisson, et le résultat, suivant la personne qui l'a fait, peut être exceptionnel, aussi bien celle de sa chère maman que celle de Troisgros. Et en fait, le design produit, c'est ça. C'est au-delà de ce qu'on connaît, au-delà de ce qu'on peut spécifier, on va au-delà des attentes, on va au-delà des expectatives. C'est-à-dire, on peut appeler ça la magie du produit, on peut appeler ça le sens du produit, on peut appeler ça la dimension symbolique du produit, on peut appeler ça l'émotion au-delà de l'usage. C'est un ensemble de choses assez complexes, assez molles, qui font qu'on aime une voiture ou qu'on n'aime pas une voiture. Alors, pour parler du design, à des non-designers, moi je préfère utiliser des figures françaises qui, à eux tous, finalement, ont dessiné ce que peut être et ce qu'est le design français. Le premier, c'est Victor Hugo, pour ses questions et ses luttes sociales. Parce qu'en France, pays de l'égalité, on aime bien se poser la question de l'autre et de la cohésion sociale. Bon, elle est un peu challengée en ce moment, mais c'est des questions qui nous fédèrent. Tout le monde a lu Les Misérables et tout le monde aime Les Misérables. Tout le monde aime Gavroche. C'est Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, c'est formidable. Il pouvait rentrer à Polytechnique, il fait Centrale. Il sort de l'école, il est ingénieur d'application, c'est-à-dire qu'il est au service de gens qui font la conception. Un an après avoir réalisé le pont de Bordeaux, il devient entrepreneur. Alors ça, c'est pas courant dans notre pays, c'est-à-dire qu'il devient chef d'entreprise. Il fait une carrière que vous connaissez tous et à la fin de sa vie, il devient chercheur, c'est-à-dire qu'il abandonne la production d'objets, de ponts, pour gagner de l'argent, pour devenir chercheur et travailler sur l'aérodynamique, avec ce qu'il avait observé sur la Tour Eiffel. C'est un parcours absolument exceptionnel, improbable, qui résume finalement assez bien ce que peut être le design également. Charlotte Perriand, une femme. Charlotte Perriand est la personne qui a transformé le monde de la décoration des arts appliqués en une discipline de projet sur des logements fabriqués massivement. Elle a travaillé avec Le Corbusier et elle a transformer une discipline ancienne, artistique, connue, les meubles du château de Versailles, en la production massive de logements. Je ne sais pas si vous êtes allé au ski aux Arcs, c'est elle qui a fait les logements super pratiques, super efficaces des Arcs. C'est tout à fait intéressant. Et puis Jean-François Bizot, parce qu'en France, on aime bien râler, on aime bien avoir une pensée un peu disruptive, différente, et ça fait aussi partie de l'esprit français. Et là, on a vraiment une substance de ce qu'est le design en France, c'est-à-dire un ensemble de tous ces gens-là. Mais il ne faut pas oublier quelque chose qui peut peut-être être plus lié à la rencontre d'aujourd'hui. C'est finalement du dessin au dessin. Je ne sais pas si vous connaissez Gabriel Voisin. Gabriel Voisin a inventé l'avion moderne. Ce n'est pas forcément les Wright, ce n'est pas forcément Adair. L'avion du premier kilomètre, c'est cet étudiant des Beaux-Arts de Lyon qui ensuite a travaillé comme dessinateur sur les
sur l'expo universelle de 1900, dont le grand-père avait une usine de production d'énergie sur la Saône, qui a d'abord joué avec des bateaux. Ensuite, il a joué avec des cerfs-volants sur lesquels il s'accrochait, l'ancêtre du deltaplane. Il a mis un moteur sur son bateau, puis un jour, il s'est dit « mais si je mettais le moteur sur mes grands cerfs-volants ?» Et il a inventé l'avion. Il n'était pas chercheur, il n'était pas ingénieur, il était bricoleur, il était un peu ce qu'étaient toutes les personnes que je vous ai présentées avant. Et Gabriel Voisin, c'est vraiment l'incarnation de ce que peut être le design. Pas seulement dans la forme des choses, mais également dans leur dessin, c'est-à-dire la manière dont elles peuvent être conçues. C'est toujours bien de savoir d'où on vient. Alors le design, c'est aussi une tension amicale et qui est plutôt extrêmement efficace entre la conception, l'art de l'ingénieur, et la création, qui est plutôt la manière dont les designers regardent les produits. C'est aussi une différence d'approche culturelle, de formation, entre un métier ingénieur qui est centré sur la résolution de problèmes. On va régler un nombre de problèmes pour arriver à faire voler une machine, avec une construction sur la solution de problème. J'ai un imaginaire, parce que je suis un peu un artiste, je sais où je veux aller et je déconstruis le problème dans l'autre sens de l'ingénieur. C'est comme ça que c'est très complémentaire et que ça marche bien. D'un côté orienté solution, de l'autre côté orienté résolution de problème. Et donc ingénieur et designer, c'est un partenariat, c'est pas une opposition. Et puis, sans être pédant, le monde d'Aristote, la mesure des choses, donc le monde de la science et de l'ingénieur, et le monde de Platon, plutôt celui des designers, l'essence des choses. Pourquoi elles existent, pourquoi elles sont là, à quoi peuvent-elles servir? Encore une fois, ce n'est pas une opposition, c'est l'ensemble des deux croisements, Aristote et Platon, qui font que des objets techniques ont un intérêt pour les humains ou ont une capacité à être adoptés par des humains pour faire plus que ce à quoi ils sont prévus au départ. Quand Gabriel Voisin a fait ses avions, personne n'imaginait qu'on pourrait transporter du courrier. Et un jour, des personnes, quand on lit la bio de Gabriel Voisin, il n'imaginait pas que l'avion pourrait transporter des personnes. Alors des exemples, alors Philippe Starck, très connu, mais ce qui est intéressant dans son travail, c'est que ce presse-citron que plein de gens aiment se moquer, c'est un des rares objets contemporains qui est devenu une icône. Il est produit dans les années 80, il est toujours produit. Tout le monde le déteste, mais tout le monde l'a. C'est un objet qui fait parler. Et puis, on voit le niveau de complexité en faisant des navires à voile comme ça, ou des habitats en kit prêts à monter. On voit un peu l'étendue du design. Un autre designer que j'aime bien, c'est les frères Bouroulec, qui font des choses très décoratives, mais qui ont la capacité à vendre un art de vivre à la française à des groupes comme Samsung pour faire des télévisions. C'est-à-dire que pour Samsung, cette dimension sensible des designers a un intérêt commercial direct. Alors pas pour les industriels français, bien que ici je crois qu'il y a Thales qui s'appelait dans le temps Thomson, a travaillé avec Stark en produisant des télévisions absolument extraordinaires, vraiment des objets qui sont dans tous les musées du monde aujourd'hui. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire, ça veut dire que parfois on fait trop tôt et on ne regarde pas la valeur là où elle est. Et puis Roger Talon, vous connaissez tous Roger Talon, même si vous ne vous intéressez pas au design, parce que vous avez tous pris le TGV. Et Roger Talon, c'est vraiment le père du système ferroviaire français moderne, les trains corail, les TGV, et le design vraiment ancré dans un monde très très complexe, le ferroviaire, très industriel, et qui a donné, et c'est ce qui m'intéresse, une image au paysage français. C'est-à-dire que les objets techniques parlent de nous et font partie de la culture, au même titre qu'un livre, qu'une œuvre de cinéma ou qu'une pièce de théâtre. Le TGV, la Twingo ou le Pinel disent beaucoup de nous. Le Rafale dit beaucoup de nous également. Alors, par contre, la grande spécificité du design, c'est de savoir travailler sur des problèmes ouverts. Non pas des problèmes binaires, noir ou blanc, ça marche pas, ça vole pas, mais sur ce qu'on appelle en anglais des wicked problèmes, en français des problèmes vicieux, qu'on peut appeler des problèmes ouverts, c'est-à-dire des problèmes dont la résolution n'est pas simple. Ça, c'est le monde des designers. Typiquement, faut-il dessiner un pont? Ça, c'est un problème objectivable. Ou traverser la rivière? Et là, c'est un problème un peu plus ouvert, un peu plus complexe. Et on voit qu'on peut avoir des réponses par le service sur le fait de ne pas traverser la rivière, de faire autrement, d'inventer Zoom pour faire de la discussion à distance, etc. Ça, c'est le monde des designers. La deuxième spécificité très très importante, c'est la capacité à voir ce qui n'existe pas. Parce qu'ils sont entraînés avec le dessin,
parce qu'ils modélisent en 3D, parce qu'ils savent faire, comme Monge l'avait appris, des plans, des coupes, des élévations, de la géométrie descriptive. C'est-à-dire voir dans l'espace. Le monde du design, c'est le monde de l'imaginaire. J'ai beaucoup d'amour pour les ingénieurs français, mais on ne peut pas dire qu'à Polytechnique, à Subtélécom ou à Centrale, on travaille beaucoup l'imaginaire. Alors là où c'est assez dommage, c'est que l'école centrale ou Polytechnique, au début du XXe siècle, on avait des humanités et également des initiations à la culture artistique, ce qui n'existe plus au moins aujourd'hui. C'est-à-dire que les ingénieurs qui ont fait la France innovante du début du XXe siècle, où à peu près tout a été inventé ici, hein, l'automobile, la photo, la radio, l'avion, etc. Les ingénieurs de cette époque avaient vraiment des profils absolument incroyables, ou parfois n'étaient pas ingénieurs comme Gabriel Voisin. Alors, la beauté, puisqu'on parle de design, et les jolies choses, c'est important pour les designers, c'est pas une aptitude, moi je sais que c'est beau et vous savez pas, je vais vous dire ce qui est beau, c'est pas ça. La beauté, c'est la résultante de quelque chose qu'on peut maîtriser. C'est-à-dire la beauté, c'est dans la cohérence des parties d'un projet, les formes, les fonctions, les perceptions, les émotions, le ressenti et l'utilisation. Donner une place aux gens dans l'utilisation des choses. Non pas faire des objets fermés, mais faire des objets dont on peut inventer la vie qui va avec. Avec un Opinel, on peut faire n'importe quoi. Voilà, ça c'est des objets qui sont adoptables et qui sont vraiment formidables. Alors, puisqu'on est ici au Forum Innovation Défense, et j'en suis encore une fois très fier et très impressionné, le design militaire. Alors on a l'impression que le design c'est nouveau, qu'il faut le faire parce que les Américains le font, parce que le design thinking c'est cool, c'est moderne. Alors comme toujours, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors le design militaire c'est quoi? C'est l'art de spécifier ce qui est requis. Alors spécifier déjà, c'est pas une question de design, c'est une question de conception, c'est une question d'ingénieur. Ce qui est requis, utile, performant, là on peut le partager entre ingénieurs et designers afin que l'organisation militaire soit en mesure d'exploiter au mieux cette nouveauté. Alors certes, l'organisation militaire, oui, mais j'ai envie de dire les soldats, les humains. Et parfois, les objets militaires sortent du cadre et donnent ce qu'on appelle des icônes, c'est-à-dire des objets qui sont tellement remarquables, qui dépassent leur statut initial d'objet pour répondre à un programme précis. L'exemple typique, c'est la Jeep. On peut parler du Spitfire aussi, tout le monde connaît plus ou moins le Spitfire. On peut parler du treillis militaire, français ou américain, etc., etc. Pour des générations plus anciennes, des capotes bleu horizon, des poilus français, la génération de mes grands-parents, la capacité, ce qui est assez étonnant des objets militaires, c'est d'avoir cette capacité à devenir des icônes, voire des archétypes. La Jeep a donné tous les archétypes du 4x4. C'est-à-dire que la fonction est très structurante dans la perception des produits. Alors le design militaire en France, en cherchant pour préparer cette conférence, et je suis fan d'urbanisme, et il y a une ville que j'aime beaucoup dans le monde qui est Rabat, qui est vraiment une ville qui est une fusion entre deux cultures. Et Rabat a été conçu par un maréchal, le maréchal Lyautey, qui était responsable du protectorat français au Maroc, et j'ai jamais entendu de critique sur la manière dont est construit Rabat, qui est vraiment imprégné de l'histoire de Lyautey. Et Lyautey, quand il parle de la manière dont on doit dégager la finalité des choses, je vous invite à lire ce texte, quand il dit c'est la finalité qui doit subordonner les moyens au but, là il fait une définition du design. L'important c'est pas les moyens ou les méthodes qu'on met, le design thinking, c'est les finalités. Pourquoi on fait les choses? Et là, je trouve que cette approche de Lyautey, qui est un texte qui date de 1903, 1904, 1905, est extrêmement moderne et aide à parler du design et du recouvrement entre le monde militaire et le monde du design. C'est-à-dire, il faut que les soldats soient bien pour arriver à se concentrer sur effectivement un bon usage, mais des finalités, et on ne peut pas faire que pour qu'il y ait un sentiment d'adoption, finalement on fasse des objets très compliqués dans lesquels on se dit mais comme les soldats sont payés, ils vont apprendre, parce que c'est ça qu'il dit. Ça veut dire que les soldats sont des gens comme les autres, et plus c'est simple, plus ils sont efficaces, plus ils aiment les objets, et mieux ils s'en servent. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc on trouve ces racines au sein même de l'organisation militaire. Alors, comme la France a ses génies, cachés souvent, malheureusement, du design militaire français, il y en a depuis longtemps, et notamment les années 80, où un designer qui travaillait dans la compagnie d'esthétique industrielle, c'est-à-dire la compagnie qui avait créé Raymond Loewy, le franco-américain en France,
Everen, qui avait créé sa propre entité de design, a travaillé pour Thomson CSF à l'époque, à Gennevilliers, pour créer un système de communication extrêmement moderne, simplifié, où on avait bien sûr une esthétique de l'objet répondant à des fonctions extrêmement opérationnelles, extrêmement efficaces, mais également, et c'est pionnier, des interfaces nouvelles qui permettaient un meilleur usage de cet objet. Il y a un autre exemple que je n'ai pas retrouvé, c'est le même Everent avait travaillé sur un objet militaire toujours fait par Thales pour vendre aux Irakiens, pour détecter les avions de l'Iran, c'est-à-dire du matériel russe pour des gens qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas utiliser des machines complexes. Et ils avaient fait un système presse-bouton très simple avec des sites web pour que des bergers irakiens signalent les avions qui volaient dans le ciel. Et c'est le design qui avait déconstruit la complexité du système et qui avait orienté la solution de la réponse. Alors, le design, dans les années 80-90, c'est aussi, bien sûr, ce qui est généralement affecté classiquement au design, les véhicules, avec MBD, Société Française, travaille beaucoup dans les trains, avec voilà, une enveloppe extérieure assez valorisante, un véhicule expressif, mais qui répond à toutes les fonctionnalités possibles et imaginables, mais qui également dit un peu plus. Regardez son camouflage, c'est assez intéressant. Autre exemple beaucoup plus récent chez Thales Avionics, moi je fais beaucoup d'interfaces, vous le verrez après. C'est la première fois que je vois un matériel, alors c'est une proposition, je ne sais pas si c'est hélicoptère vol, mais avec des interfaces contemporaines qui sont du niveau des iPhones, c'est-à-dire on est dans une culture numérique de transformation des choses par la simplicité centrée sur les utilisateurs, plutôt qu'un système spécifié complexe qui est le meilleur du monde, mais que peu de personnes peuvent utiliser. Et puis, comme on est en France, il y a aussi des contre-exemples un peu compliqués. Alors là, on est un peu dans une interface qui fait tout. Dans mon jargon, on dit qu'il fait papa-maman, qui a un peu un air d'avoir été fait par un stagiaire, qui est très complexe. Et ce n'est pas comme ça qu'on résout la gestion d'informations nombreuses sur un écran dans une situation opérationnelle qui peut être compliquée, voire à stress. Clairement, on voit qu'il y a trop de choses. Si en regardant l'écran, on ne comprend pas à quoi ça sert, c'est que, grosso modo, il y a un problème de conception. Donc ça, c'est pas bon. Et il y a un vrai problème général d'interface dans tout ce qu'on peut voir dans ces mondes d'ultra-spécification. Autre exemple, et c'est aussi des problèmes d'interface, ce véhicule, il est ce qu'il est. Bon, pour ceux qui aiment bien les véhicules, allez voir Bollinger qui fait à peu près les mêmes véhicules électriques aux États-Unis, extrêmement expressif, c'est à peu près le même programme. C'est presque pareil, mais c'est vachement bien. Et puis surtout l'intérieur. Ok, c'est des véhicules en petite série, il n'y a pas les moyens industriels de l'automobile, mais on a l'impression que tout est sorti là où ça devait sortir sans se poser la question de la perception générale du véhicule. Alors je suis sûr qu'il y a des ergonomes qui ont réglé tout ça pour que ça soit confortable, qu'on n'ait pas mal au bras, qu'on n'ait pas bobo aux fesses. À la fin, est-ce qu'on a quelque chose qui vous rassure quand on vous tire dessus? Est-ce qu'on a quelque chose qui est efficace? Sûrement. Est-ce qu'on a quelque chose qu'on peut vendre hors du marché militaire? Bof. Est-ce qu'on tient la route vis-à-vis des Hummers ou des Defender anglais qui sont utilisés aujourd'hui dans Paris pour surveiller les Parisiens? Je ne crois pas. Et c'est dommage parce que ça ne coûte pas plus cher de sortir les fonctions au bon endroit et d'essayer de créer des grilles qui sont comme des interfaces numériques, mais dans le vrai monde, des interfaces tangibles. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas bien. Et malheureusement, ça l'est. Et puis, il nous arrive un truc qui est... Voilà, on a la chance de vivre ça. C'est que si le design est né de la révolution industrielle, aujourd'hui on vit une nouvelle révolution qui est également une révolution industrielle, informationnelle, qui est celle du numérique. Et cette révolution du numérique, elle change à peu près tout. Elle change notre manière de faire les choses, elle change notre manière de penser, elle change les risques, c'est-à-dire la finalité même de la défense, puisqu'il y a des cyberattaques, enfin, ça change énormément de choses. Et ça change aussi la conception et la création. Le numérique, ce n'est pas une technologie. Le digital, pour ceux qui veulent faire américain, c'est pas une technologie. C'est plutôt la conséquence et les déterminismes de ces technologies nouvelles sur nos vies et la façon de faire des choses. La conséquence de la révolution industrielle, c'est qu'on a fait les objets en série. Et on a appelé ça design industriel. C'est pas que on faisait du design pour l'industrie. C'est qu'on designait des objets qui étaient produits industriellement. Et finalement, le numérique, c'est la même chose. C'est comment on va gérer les déterminismes et les conséquences de cette révolution sur nos vies et sur nos usages. Premier truc, les interfaces. Deuxième truc, les relations, les interactions.
Troisième truc, le contexte. Ça nous permet d'être là, ailleurs, d'avoir un monde qui n'existe pas avec la réalité augmentée que j'ai en face de moi, ou de parler à distance avec des gens en les voyant. Et le design, il gère ces déterministes, c'est-à-dire il gère les conséquences de cette surcomplexification des objets techniques. La Jeep que je vous ai vue, elle est compliquée parce qu'elle résiste à plein de choses. C'est un véhicule blindé, elle a des missions particulières, mais quand en plus il y a du numérique là-dedans, sur lequel on peut enfouir, remplir de fonctions, tout faire, il y a un moment où est la place de l'homme là-dedans. Et un homme, il a une vie normale, de famille, puis tout à coup, il utilise des matériels sophistiqués. Et comme on a les mêmes outils dans sa vie de tous les jours et dans sa vie professionnelle, plus ou moins compliqués, on fait des comparaisons. Et donc, on vit avec des iPhones relativement simples. J'aurais aimé dire avec des téléphones Alcatel, mais malheureusement, non. Et puis, tout à coup, on rentre dans des systèmes qui sont complexes. Alors oui, on est formé pour ça. Mais aujourd'hui, il y a des avions certifiés qui volent avec des écrans iPad, avec des systèmes non professionnels ou de petits aéronefs type Garmin, etc., qui sont certifiés par la FAA. C'est-à-dire que le monde des iPads et les téléphones fait voler des avions. Donc ça pose des questions. Alors voilà, l'icône d'aujourd'hui, c'est ça. Alors pour l'anecdote, j'ai dit que l'iPhone était américain, mais le multitouch qui régit l'écran a été inventé en France à l'IRCAM, qui est un institut de recherche musicale pour remplacer les tables de mixage qu'on utilisait avec 10 doigts pour la musique. L'architecture logicielle qui permet de faire les interfaces, qui s'appelle Interface Builder, a été inventée à l'INRIA. Bull l'a refusé. Jean-Marie Hulot l'a vendu à Next, dirigé par Steve Jobs. Donc on aurait pu l'avoir chez Bull et chez Alcatel, ils n'en ont pas voulu. Et donc dans l'iPhone, il y a beaucoup de nous quand même. Et finalement, le numérique ne change pas tant les choses que la manière de les faire pour tous. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est le logiciel que j'ai mis derrière. C'est un logiciel qui s'appelle iMovie, qui permet à tout le monde d'être Jean-Luc Godard. Quand Jean-Luc Godard monte, il travaille avec Charles Coutard qui prend les films et assure le montage. Donc il y a plusieurs experts. Aujourd'hui, avec ces logiciels simplifiés de montage, n'importe quel individu peut faire des films. Alors des films de famille, des films de propagande, des films de fausses informations. C'est la puissance du numérique, on appelle ça un pharmacone, c'est un remède, un poison, c'est un potentiel positif, c'est un potentiel négatif. Mais aujourd'hui, ces outils nous donnent du pouvoir. Et ce pouvoir, il est bien pour tout le monde, pour nos enfants, pour les gens qui ont du mal à trouver de l'emploi, qui en trouvent grâce au numérique. Et de fait, il est aussi bon pour les soldats. Alors j'ai vu qu'il y avait des opérations d'innovation ouverte où les soldats peuvent contribuer à des nouveaux services, des nouveaux produits, c'est génial. Mais dans la conception des outils qu'on leur donne, ce pouvoir de capacitation, c'est-à-dire de faire plus que ce qui est prévu, est aussi intéressant. Alors, des exemples. Nous, à l'agence, on a fait des objets, des casques audio. Bon, voilà, pour écouter de la musique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a inventé des interfaces pour se protéger du bruit ou espionner, c'est-à-dire écouter plus loin, juste avec un doigt, le pouce. C'est des interfaces totalement nouvelles, totalement irrationnelles. Ce que vous avez en crête, c'est le bruit, et vous allez vers le bruit, donc vous écoutez et vous espionnez, clairement, ou vous protégez du bruit et vous êtes filtré. Ça, dans des situations, disons, complexes, pilote d'hélicoptère, etc., c'est totalement intéressant. Donc, on voit que la frontière entre ce qui peut servir un soldat et ce qui peut servir tout le monde, elle est limitée. Autre exemple, dans la musique, c'est des bandes de fréquences, et donc, généralement, quand on est expert, on a des équaliseurs paramétriques sur lesquels on peut régler des tangentes pour sortir certains niveaux de son ou pas. Nous, on a inventé ce gâteau-là, ce donuts, qui avec un doigt permet de faire exactement la même chose. Or, je suis ingénieur, je comprends le principe de l'équaliseur paramétrique à 7 niveaux avec les tangentes, mais je suis aussi un être humain un peu feignant, j'ai envie d'aller vite et de le faire simplement, parce que mon objectif, c'est pas d'être l'expert de l'équaliseur, c'est de faire ce que je veux faire, soit écouter de la musique, soit si je suis dans un sous-marin, une oreille d'or à écouter le son, c'est de voir et filtrer les sons le plus vite possible, sans avoir des milliards de boutons parce que je suis expert et j'ai été formé pendant 10 ans. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la frontière entre le pro et le grand public, dans les outils de manipulation, finalement, elle s'estompe doucement. Et que la performance entre des produits pro et des produits militaires qui étaient avant, l'innovation c'est d'abord dans les avions de chasse, puis après ça va dans les Airbus, ça va d'abord dans l'entreprise, puis après ça va chez les gens.
Les entreprises françaises, elles ont des Dell ou des compacts un peu pourraves, et les gens et les étudiants, ils ont des Mac qui sont plutôt en Unix et hyper modernes. Donc les frontières, elles sont un peu changées. Et c'est là où le numérique change la manière de faire les choses, parce qu'il donne finalement des grandes possibilités à tout le monde. Alors, le design aujourd'hui, c'est quoi? Alors malheureusement, le design aujourd'hui, c'est des mots qui sont souvent en américain, experience design, service design, ethical design, sustainable design, customer centered design, user centered design. Et c'est résumé finalement dans ce qu'on peut appeler design thinking. C'est grosso modo, on donne ce qui est un dû, un devoir, le nom d'une ambition. L'expérience utilisateur, c'est très bien, mais être spécialiste de l'expérience des gens, c'est-à-dire de ce qu'ils ont dans la tête, c'est un peu prétentieux. C'est comme si on disait « je suis designer de l'amour », c'est un peu prétentieux. Et c'est-à-dire que, à la rigueur, c'est pas grave que le meilleur gagne. Là où c'est grave, c'est que dans le monde économique, partout dans le monde, on utilise ces méthodes-là. Donc on veut faire le cloud français, on veut faire le téléphone français, on veut faire l'IA française, avec les mêmes outils que ceux qui ont 5 ans ou 10 ans d'avance sur nous. En Corée, ils utilisent les mêmes outils. Au Vietnam, ils utilisent les mêmes outils. En Inde, ils utilisent les mêmes outils. Et donc, il y a un problème. Ça ne peut pas marcher. On a marché longtemps à la tête des idées. Est-ce qu'on a arrêté de penser par nous-mêmes? Et dans le design, on peut se poser la question. La démocratisation dans les entreprises de design françaises aujourd'hui, elle est essentiellement américaine, avec des outils que la plupart des boîtes américaines n'utilisent plus, d'ailleurs. Ça, c'est pas comme ça qu'on peut gagner des compétitions ou faire des différences, je crois. Voilà, tout le monde fait pareil, je l'ai dit. Mais là où c'est plus grave, c'est que finalement, on est dans ce que Gramsci, quand il a été emprisonné en Italie, appelle l'hégémonie culturelle. C'est-à-dire que régner sur les idées, derrière, vous régnerez sur la technologie et sur l'économie. Et alors, les Américains sont nos amis, sauf pour les problèmes de sous-marins. Mais il peut y avoir des frictions parfois. Mais à un moment, je pense que notre pays, qui a une capacité de pensée, de raisonnement, quand on voit les débats intellectuels sur France Culture, a une capacité dans la manière d'inventer les choses, de concevoir les choses et de créer les choses, créer ses propres outils pour devenir lui-même un modèle. On a des écoles qui sont tout à fait honorables, on a des designers. Je parlais d'Apple et de l'icône de l'iPhone. Dans les 15 designers qui travaillent sur le design des matériels iPhone, il y a 3 Français formés à Paris. Et ils sont venus les chercher à Paris. Donc, je les ai eus comme élèves, et Claire qui est là les connaît très bien. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter de s'excuser, de s'essuyer les pieds avant de rentrer. On peut avoir notre propre histoire du design dans tout type de matériel. Alors maintenant, je voudrais vous montrer des exemples de design numérique et une démarche qu'on a initiée en France, à Paris, dans cette école dont je vous parle, l'ENSI, qui est de dire finalement, le numérique, c'est une nouvelle révolution, et on peut, avec la force du design européen, les Italiens, les Allemands, les Français au milieu, continuer à, comme ça, créer de l'intelligence, créer de l'émotion, créer de l'efficacité et des fonctions avec ce que nous sommes. On a une histoire de l'informatique en France, il n'y a pas à s'excuser de faire des interfaces. Donc ça, c'est la définition que j'avais donnée en 98, peu importe, mais pour la résumer, c'est pourquoi ça existe, comment ça marche, à quoi ça sert, comment l'utilise-t-on, et bien évidemment, pour qui, puisque c'est la finalité centrale. Et je vous interroge, comment vous faites vos produits? Le design, il a aussi une capacité à aller plus vite. C'est aussi quelque chose d'économiquement intéressant. Alors ce design dont je vous parle, ces situations, c'est-à-dire ces contextes nouveaux, ces interactions, c'est-à-dire ces créations de relations entre des machines et des gens, et entre des gens et des gens via des machines, et les représentations, c'est-à-dire les formes qu'il faut donner pour que ça soit compréhensible, que ça soit cognitif, c'est finalement ça le défi d'aujourd'hui, dans des objets, classiquement, des services, c'est un peu nouveau, des systèmes, ça dans l'armée, vous connaissez bien, ces objets complexes, interdépendants qui font des systèmes, et puis des situations, c'est-à-dire des éléments très contextuels, espace, temps, événement. Typiquement, une situation connue, c'est le champ de bataille ou la surveillance d'un domaine de vol. Alors là-dedans, le design, il a des réponses. Ça, c'est une agence qui est spécialisée dans la représentation massive de données, qui s'appelle FIGS, qui fait des cartes avec des flux et des événements, on voit typiquement au-dessus, qui représente, c'est une expo qu'on avait fait avec eux, je les avais invités à représenter l'électronique analogique, c'est-à-dire, ok, la data numérique, on comprend, c'est facile, mais quand la donnée elle-même est analogique, c'est-à-dire insaisissable, comment on peut créer des représentations intéressantes?
nouvelle. Ça, c'est un objet que j'aime beaucoup. C'est une société française, HGH, spécialiste de l'infrarouge, qui travaillait exclusivement dans le champ militaire et qui était concurrent de Safran, une grosse entreprise. HGH, c'est typiquement une PME du plateau de Saclay. Ces gens-là voulaient aller vers le marché grand public. Alors, quand on fait de la surveillance infrarouge avec du balayage à 360 degrés, c'est typiquement surveillance d'usines, Céveso, centrales nucléaires de production d'énergie, tous les sites sensibles. Mais l'interface initiale du projet était faite pour des militaires, c'est-à-dire très complexe, avec un temps de formation relativement long. Et donc, suite à une décision de passer de Windows NT à Windows, 10, avec des écrans tactiles, ils se sont dit, si on en profitait pour faire du design, pour baisser les niveaux de formation. Je les avais rencontrés, j'avais expliqué le concept d'Airbus, d'avions, de cockpit identiques pour baisser le coût de la formation des pilotes. Et voilà, je leur avais utilisé cette métaphore, les soldats ont des iPhones, et donc il faut faire cet objet comme un iPhone. Malgré tout, c'est un objet complexe. Il détecte à 360 degrés des objets chauds qui se déplacent, des humains, des automobiles, des bateaux, dans le cas, parce qu'il y avait un test dans la rade de Toulon à l'Arsenal. Et c'est une vue à 360 degrés, donc complexe. Alors on peut faire une vue en plan et l'écraser. Et en fait, le design a inventé cette vue cavalière qui donne les deux faces en même temps pour voir le devant et les derrière sans faire appel à Monsieur Monge pour comprendre dans les grands vecteurs en haut ce qui est devant et ce qui est derrière. C'est-à-dire pour que les gens non formés puissent comprendre tout de suite ce qui se passe. C'est typiquement ça, le design, c'est trouver des astuces dans l'histoire de sa propre discipline, Monge, la représentation des choses, pour faire ce logiciel qui est aujourd'hui déployé sur des sites et qui est utilisé par des agents de sécurité qui sont formés 1 heure dans son utilisation. Alors ça, c'est un exemple que j'aime bien, c'est qu'on va du militaire vers le grand public. C'est un exemple classique. Autre exemple, et puis on va terminer là-dedans, c'est l'aventure des drones avec Parrot. Ça fait 10 ans qu'on bosse avec Parrot. Parrot, c'est ce petit drone Anafi qui fait des photos incroyables, qui a du mal à lutter contre son concurrent chinois qui est financé par l'armée chinoise. Et Parrot a été appelé à faire un concours pour l'armée américaine à partir de ce drone Anafi pour équiper les soldats avec un drone de surveillance. Il a gagné ce concours, il a durci son drone, il a augmenté ses capacités, il a eu l'obligation de le produire aux États-Unis et il en a fait un drone professionnel utilisable. Je crois que la gendarmerie et l'armée française l'ont acheté depuis, mais ils ne l'ont pas acheté avant que les Américains arrivent. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'interface qu'on avait prévue pour le grand public, elle est restée la même. On avait inventé une interface infrarouge, elle est restée identique. On avait une interface de pilotage extrêmement simple et de prise de photos en même temps, c'est resté la même. On avait une intelligence artificielle de vol autonome du drone qui fait des images construites à partir de la culture du cinéma, c'est-à-dire qu'on a renseigné les algorithmes avec la culture de Godard, parce qu'on est français. Et tout le monde se dit, ce drone, en automatique, fait les plus belles images, simplement parce qu'on a mis un peu de culture dedans. Et les militaires américains utilisent exactement la même chose. Alors ça, c'est l'histoire d'Anafi USA. Et il y a son petit frère qui est... Alors là, c'est le grand public qui va vers le militaire, c'est le chemin inverse, c'est intéressant. Il y a son petit frère qui est totalement magique, puissant, et là, qui est vraiment une quintessence d'ingénierie française avec de l'intelligence artificielle, de la computer vision, des télécoms. C'est un drone qui vole en 4G. C'est un drone qui sait se poser sur des véhicules en mouvement. Pourquoi ? Parce que nous, on est fous de voile, on a sponsorisé un petit bateau à voile. Bien sûr, on a joué avec des drones, mais le drone, pour le faire revenir sur un bateau, c'est compliqué. Bon, ce drone-là fait ça grâce à ça. Alors, une Jeep dans le désert ou un bateau, c'est la même chose. Et ce drone, il a aussi la capacité, alors ça, il vole en 4G, il a aussi la capacité, on va le voir, à documenter son enveloppe de vol pour éviter de rencontrer des obstacles. En cela, il préfigure le vol autonome et une manière totalement différente et astucieuse, avec très peu de caméras, de dessiner son environnement pour éviter de prendre des obstacles. Il sait faire aussi de la photogrammétrie. Typiquement, l'Anafi USA, le soldat, il envoie le drone et puis il a une carte en temps réel du terrain avec des objets modélisés en 3D qui lui dit qu'est-ce qu'il y a derrière, en temps réel. Alors c'est un drone qui sert aux géomètres, qui sert aux architectes, qui sert aux urbanistes, qui sert aux responsables des territoires, qui sert aux gens d'EDF pour surveiller les lignes, aux gens qui ont des champs solaires pour voir les tâches. Voilà la protection de l'enveloppe de vol dont je vous parlais. C'est assez incroyable. Ça, c'est vraiment nous qui l'avons spécifié.
inventé, on l'a maquetté, on l'a montré, ils ont dit « ouais, super, on fait ça ». Et puis ce drone, il a également, pour préparer des missions, un simulateur. C'est-à-dire que c'est comme un Rafale. Un Rafale, on vole beaucoup en simulateur pour préparer les missions. Pour customiser le drone, pour changer le logiciel, puisque c'est un logiciel open source, on peut utiliser le simulateur. Et puis ce drone, il a une fonction qu'on a inventée côté design, c'est, voilà, on a lu Welbeck, la carte et le territoire, et littéralement on l'a fait. La culture peut être inspirante, c'est-à-dire inventer un espace élastique simultané qui permet de passer de là où je vole sur une carte à ce que voit mon drone comme ça, juste en basculant l'écran, sans avoir à choisir encore une fois avec le pouce. Ça, c'est des fonctions de productivité humaine, on peut dire, mais surtout de plaisir d'usage, en fonction qu'on fait des films, en fonction qu'on lance un map plan pour construire un peu Alors, ce qui est intéressant, c'est que Parrot aujourd'hui a fait des drones professionnels, s'intéresse plus tellement au grand public, mais avec la culture du grand public, il va adresser des marchés professionnels. C'est-à-dire le chemin est inversé. Et ça, c'est vraiment un message que je veux faire passer, parce que c'est comme ça qu'on fait des produits, finalement, qui sont vraiment performants et qui ne sont pas les meilleurs du monde, mais difficilement utilisables, ce qui était un peu le sport national français à une époque. Alors finalement, oui, les soldats aussi ont des iPhones, c'est-à-dire qu'ils méritent des conceptions, notamment logicielles, vraiment contemporaines, sachant que dans ce chemin-là, ce n'est pas une guerre avec les ingénieurs, pas du tout. Il n'y a pas d'invention sans science et technologie. Et ça, ce n'est pas notre domaine, même si on peut s'y intéresser et aimer ça. Par contre, il n'y a pas d'innovation sans invention et création. Et l'invention n'est pas toujours technologique. La création est un mode d'invention. C'est le nom qu'on donne finalement à l'invention des créateurs. Et que c'est l'ensemble des deux qui crée finalement l'intérêt du design pour des sociétés comme les vôtres, plus que de coller des post-it comme le font les Américains et finalement déboucher sur de la création de connaissances qui est déjà là et qu'il faut chercher. Et le message final, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la technologie, tous les possibles, doit se confronter au design. Alors, bon, alors il y a encore faut-il qualifier ce qui est bon, mais c'est un peu celui dont je vous ai parlé, et innovant, pour gérer la complexité. C'est-à-dire c'est aussi une manière de gérer la complexité. Typiquement, mon écran comme ça qui bascule et qui évite de faire des choix ou des options de réglage, ce que je préfère. Pour gérer la complexité clairement, les symboles et l'attention aux personnes, quelles qu'elles soient, mais aussi aux soldats de la nation. C'est-à-dire ce qu'on fait pour les iPhones, pour nos mamans et nos enfants, on doit le faire aussi pour nos soldats qui nous représentent et font partie de ce qu'on est et qui peuvent être des modèles après pour innover pour les entreprises et être compétitifs. Et j'adore cette phrase d'Aristote, le plaisir dans le métier mais la perfection dans le travail. C'est finalement ce que le design peut amener à la défense et à l'équipement militaire en général, mais aussi aux produits grand public, à l'économie et surtout aux personnes. Voilà, je vous remercie.